Et bonjour tout le monde et bienvenue dans le 30e épisode du Fougou, le podcast magique, un peu piquant. Et comme d'habitude, pour vous divertir pendant toute la durée de cet épisode, je vous présente. Est-ce que c'est nécessaire de vous présenter encore Olivier? Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour à tous. 30 numéros. Tu imaginais au début qu'on arriverait au numéro 30 ? Jamais. Je pense pas vraiment que je me sois dit un jour qu'on irait jusque-là. Pour ce 30e épisode, Vincent, qu'avons-nous au programme ? On va commencer par un peu d'actu magique. On va vous parler de ce qui s'est passé dans la communauté magique ces dernières semaines, mois. Ensuite, on vous présentera un premier tour, le tour Flix de Nicolas Mavresis. Ensuite, un tour tiré d'un livre. On va essayer de vous présenter de temps en temps des tours tirés d'un livre. Et aujourd'hui, ce sera un tour avec des cartes ESP. Ça fait suite à notre dernier épisode spécial ESP. Le tour s'appelle Symbol Discernment. Et enfin, on vous parlera du nouveau book test de Vincent Aidant qui s'appelle Echo. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec l'actualité magique. Une première annonce qui, pour certains, vous a peut-être surpris, c'est l'arrêt de l'activité de 1914, la maison de production, boutique de magie, qui était créée par Christopher Dee et son acolyte, dont j'ai mangé complètement le nom. Et ils ont annoncé, à l'occasion du Black Friday, que ce serait le dernier Black Friday de 1914 Magic, puisqu'ils avaient décidé d'arrêter la production de produits magiques et la commercialisation de produits magiques, qu'ils allaient chacun de leur côté voguer vers de nouveaux horizons, et qu'ils avaient des visions différentes de la suite de ce projet, donc ils préféraient l'arrêter là. Ce qui veut dire pour les gens qui, comme d'ailleurs moi, avaient fait des produits 1914, leur EDC, comme disent les Américains, Everyday Carry, puisque moi j'ai tout le temps mon wallet qui vient de chez 1914 Magic dans la poche, j'ai tout le temps mon jeu ESP Eclipse dans mon sac, qui fait que... de Orphic Plus ? Le Orphic, ouais, le Orphic Wallet, qui est tout le temps dans ma poche. Okay. Et l'Eclipse, qui est tout le temps aussi dans ma poche. Il va falloir soit vous ruer sur les dernières pièces, histoire de mettre la main sur des éléments de rechange, si jamais un jour vous voulez les changer, soit croiser les doigts pour que quelqu'un d'autre décide de reprendre ces projets, puisque c'est des projets qui ont bien marché, et d'après ce que j'ai pu lire, notamment dans leur dernière newsletter, il y a des boutiques de magie qui étaient intéressées pour reprendre la production de leurs best-sellers, notamment Eclipse et Orphic Wallet. C'est triste comme nouvelle parce que ils étaient sur un créneau plutôt axé mentalisme, un mentalisme qualitatif. Alors il peut y avoir plein de raisons, on peut imaginer des raisons personnelles d'entente, de chemins qui divergent. C'est une belle aventure, c'était une belle aventure qui a connu quand même des hauts et des bas, il y a eu des bonnes productions, des productions un petit peu moins bonnes. Je trouvais que ça stagnait un petit peu. Ce qui m'inquiète par contre, c'est que vont devenir les notices vidéo, parce que souvenir, elles sont pas téléchargeables, ces notices, et les vidéos, parce qu'ils avaient aussi une gamme qui était pas tellement mise en avant et qu'il fallait trouver sur leur site, des téléchargements, mais payants. Exactement, ouais. Ils ont toute une gamme de VOD, on va dire, ou plus que VOD, mais en tout cas de la vidéo en streaming disponible. Et ils avaient toutes les explications de leur tour qui étaient sur leur plateforme, qui d'ailleurs est une plateforme qui était plutôt très très bien conçue. Il y avait du chapitrage, il y avait pas mal de choses dedans, donc c'est vrai que ça peut poser question. Alors dans les faits, les vidéos ont toujours été téléchargeables sur la plateforme, en tout cas sur la plateforme desktop. Et là, ils ont envoyé un reminder en disant à tous leurs clients, pensez à télécharger vos notices pour pouvoir les garder, parce que on ne sait pas qui va reprendre la suite.
et est-ce que la suite sera stockée sur une autre plateforme. On peut imaginer qu'un Vanishing Inc, par exemple, qui a une très grosse plateforme de notices, puisse reprendre ce catalogue. On ne sait pas encore ce qui va en être, mais en l'occurrence, c'est pas impossible que ce soit repris par quelqu'un, surtout qu'on est sur des productions qui sont plutôt très qualitatives, et donc à ce titre, je pense que les gens vont vouloir garder quand même potentiellement la possibilité de recommercialiser ça. Ça coûte pas grand-chose de les héberger et ça peut être vendu assez rapidement. Je vais m'empresser de le faire parce que j'ai plusieurs tours. Alors, il y en a qui sont extrêmement simples, je pourrais m'en dispenser, mais d'autres qui sont un peu plus complexes. Donc, il faut absolument que je m'en occupe. Ouais. Je ne sais pas si tu as répondu à la question, mais il me semble que toi, tu avais acheté un programme téléchargeable, ou téléchargeable en tout cas, visionnable en ligne. Ouais. Est-ce que celui-ci, tu peux le télécharger ? Ah oui, tous. En fait, c'est la même plateforme qui leur sert et pour les notices et pour les programmes téléchargeables ou pour la VOD. Et donc, tu as tout dans le même espace et ça se présente de la même façon. La seule contrainte qui est vraiment pénible, c'est que tu dois télécharger vidéo par vidéo. Très souvent, ils ont pris l'habitude, parce qu'ils avaient un player qui permettait d'enchaîner plusieurs vidéos, de découper chaque chapitre d'une vidéo en une vidéo différente. Et donc, tu as des vidéos sur lesquelles parfois tu as 20 chapitres, et ça veut dire que tu vas télécharger 20 vidéos. Dans les faits, je trouve ça pénible au téléchargement. J'aurais aimé qu'ils mettent un bouton télécharger toutes les vidéos d'un coup, tu vois. Mais par contre, à l'usage, j'avoue que c'est plutôt pas mal, parce que quand tu as 20 effets différents, plutôt que de te balader dans une grande vidéo de 4 heures, d'aller chercher juste la vidéo qui te va bien, qui en plus est moins lourde à charger, c'est quand même beaucoup plus rapide. C'est pas les vidéos de notre ami Craig Petty. Ça aussi, ça va devenir un running gag, Craig Petty, je crois. Ça va devenir un running gag, c'est sûr. C'est un peu triste, parce qu'effectivement, moi j'ai beaucoup de choses que je fais assez souvent. Il y a beaucoup de vidéos sur lesquelles je reviens assez régulièrement. Je suis un peu triste d'un côté. Je trouvais que les qualités étaient top. Je suis d'accord avec toi que ces derniers temps, ils avaient vraiment mis un gros coup de frein. Je pense notamment que c'est dû au fait que ils s'entendaient plus, ou en tout cas qu'ils étaient plus d'accord sur la direction. Donc forcément, quand tu t'es pas d'accord sur la direction, pour faire avancer une boîte, c'est très compliqué. Pour faire sortir des projets, c'est très compliqué. Donc c'est pas étonnant. En tout cas, l'annonce est pas étonnante. Ils avaient sorti pas mal de belles choses. Il y avait beaucoup de mentalisme. Il y avait du mentalisme qui était bien fait. Et ça va manquer. Ouais. Ça sera peut-être aussi le chemin d'autres boutiques, parce que dans les news magiques, moi je voulais te parler de Théorie 11. Je vais dire à la française. Je sais pas si tu as vu, mais alors récemment, ils ont sorti une nouvelle gamme Trickstarter. Et ce qui se passe, c'est que on regarde cette production qui est clairement faite pour du grand public, avec un personnage que j'avais pas identifié. Je me dis, mais c'est qui ce magicien que toi, tu avais identifié plus facilement que moi, qui est une personne qui agit sur les réseaux sociaux et qui d'ailleurs fait des très belles vidéos. À la base, il est même pas spécialement magicien. Il est plus sur le côté VFX, donc effets spéciaux. Et il s'est fait connaître parce que il faisait des vidéos avec des effets spéciaux et des effets qui pouvaient ressembler assez fortement à des effets magiques. Quelque part, c'est un illusionniste en tout cas. Au moins un illusionniste de la vidéo, ouais, c'est clair. Cette gamme, pour l'instant, il y a 4 produits qui vont sortir. Il y a la fameuse boîte qui permet de découper. Alors à l'origine, c'était une cigarette, maintenant c'est un crayon. Donc c'est très connu. On a la clé que tu peux insérer dans une espèce de pièce, j'allais dire rectangulaire, dans laquelle tu as enfermé une pièce, donc ta clé passe à travers la pièce. Ça aussi, c'est un grand classique. Oui. Il y a l'autre qui est un peu plus original. Tu mets une petite voiture dans une caisse, la caisse s'ouvre, la voiture a disparu et tu tiens dans ta main un blister et la voiture est apparue dans le blister. Donc ça, c'est plutôt joli comme illusion, pas si fréquent. Mais le pire, c'est le flash cash, qui est la fameuse enveloppe noire dans laquelle tu fais apparaître des billets, ou disparaître, ou faire un change de billets. Et ça, alors, parce que je rappelle quand même, c'est 23,95 chaque boîte, quand même assez cher. J'ai vu donc le Tegno qui était à moins de 18 €, qui reprenait cette idée d'enveloppe. Et il y a aussi des marques
qui sont pas des marques connues, qui sont des produits, alors je sais pas d'où ils viennent, mais il y en a un qui s'appelle Wonder Wallet et je l'ai trouvé pour 8,95. Pour les magiciens, je vois pas trop l'intérêt, donc j'imagine que c'est vraiment le grand public. Et c'est là où on s'est interrogé avec Vincent en se disant, mais Théorie 11 ne sort plus rien pour les magiciens. Et effectivement, on est allé faire un tour sur le site. À part les jeux de cartes sous licence et les puzzles, parce que maintenant ils font même des puzzles, Ouais, ils font beaucoup de puzzles, ouais, c'est clair. il y a plus rien, quoi. Pourtant, ils avaient des beaux jeux pour magiciens, ils avaient des tours, il y avait pas mal de belles choses. Alors toi, tu te souviens peut-être plus des tours qui ont connu un grand succès? Il y a pas mal de tours qui ont bien marché. Ils avaient fait un super jeu marqué avec Andy Nyman qui s'appelait The Code, qui était une très belle réussite, pas très cher. C'était une des premières fois où tu avais la possibilité en plus d'avoir un refill sur ton jeu. Donc en gros, t'achetais... il me semble que le jeu de base devait coûter une trentaine d'euros avec les explications. Et après, tu pouvais racheter le jeu marqué seul pour 9 euros. Ou 10 euros, enfin 10 dollars exactement, puisque ils vendent tout en dollars. Mais du coup, ça te permettait d'avoir un jeu marqué pour 10 dollars, et avec en plus une spécificité, puisque c'était un jeu marqué stacké, avec la possibilité d'avoir plusieurs marquages. Enfin, c'était vraiment un très très bon jeu. Et d'ailleurs, les vidéos explicatives étaient très bien. Andy Nyman avait fait un très bon travail dessus. Ils avaient un Ring Flight aussi, de mémoire. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un Triomphe, un Forçage aussi. Le Triomphe, c'était Petroleum. Ils avaient un jeu à forcer, avec un procédé un peu original. Ils ont quand même sorti quelques bons tours, qui à chaque fois avaient des bonnes vidéos, chaque fois on avait des produits de qualité. Non, franchement, c'était de belles éditions. Il semble que ça fasse un moment qu'ils aient oublié de s'adresser aux magiciens. Je pense qu'ils se sont recentrés sur le grand public. Parce que leurs cartes, tu les trouves évidemment dans les magasins de magie, parce que oui, il y a des gens qui collectionnent les cartes, mais tu les retrouves aussi dans tous les magasins de jeux. Les puzzles, je suis pas certain que tu les trouves en grande surface, mais au moins dans ces magasins de jeux spécialisés, c'est toujours siglé sur des grandes marques qui sont porteuses. Alors tu as le Star Wars, tu as le Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, et j'en passe, parce qu'il y a toute la série des Marvel. Le positionnement est vraiment sur le grand public. On sait que quand il y a plus de grandes émissions sur la magie, à part les gens qui sont déjà dans la magie et le peu qui arrivent, il n'y a pas un engouement qui fait qu'il y a des nouveaux acheteurs. Moi, je sais que les boutiques, les gens que je fréquente, ils me disent, quand il y a une émission sur la magie, quand il y a eu le Uri Geller, quand il y a eu d'autres choses qui sont sorties comme ça, d'un seul coup, ça apporte une vague de nouveaux adeptes. Alors, il y en a très peu qui restent, mais en attendant, il y en a qui vont consommer. Est-ce que Theory 11 et 1914, ils seraient pas sur la même problématique, c'est-à-dire que le marché est trop petit pour qu'on puisse en vivre et qu'il faut se diversifier? Voilà, c'est la question que je me pose. Effectivement, le marché de la magie est un petit marché, même si aux États-Unis, c'est un marché déjà qui a une meilleure tête que chez nous. C'est pour ça d'ailleurs que les gros acteurs sont des acteurs américains. Hein. Et je pense que ce qui a fait vriller Theory 11, c'est pas tant le fait que le marché de la magie soit petit, mais c'est surtout qu'ils se soient confrontés à un marché beaucoup plus grand grâce à leur jeu à licence. Le début de la fin, pour moi, ça a été le moment où ils ont commencé à faire des jeux à licence. Les grands jeux à licence qu'ils ont fait, les premiers, leur ont permis, à mon avis, d'entrevoir que sur un marché beaucoup plus grand, avec le niveau de qualité qu'ils ont, ils sont capables d'aller prendre des grosses parts de marché, notamment sur les jeux de cartes, les puzzles, parce que c'est un domaine dans lequel les acteurs qui sont présents sont des acteurs en général d'assez mauvaise qualité, que ce soit sur le jeu de cartes ou sur le puzzle. On a des gens qui font des trucs hyper bas de gamme, enfin voilà, et eux sont arrivés avec des jeux qualité casino, des dorures, des designs faits par des vrais artistes, des gens qui avaient un style un peu affirmé, tu vois, pas des artistes de seconde zone. Et donc forcément, quand t'arrives avec des jeux comme ça, avec du gaufrage, tu mets une claque à tout ce qui existe dans les magasins de jeux classiques, tu vois. Même sur leurs puzzles, ils sont sur du vernis sélectif, ils sont sur de la dorure à froid, ils sont sur des boîtes gaufrées. Enfin,
comparé à des vieux puzzles de paysages de Van Gogh ou d'une photo de Lyon. Libre de droit. Ouais, c'est clair, qu'est-ce que tu veux faire? Eux, ils arrivent avec la map du Seigneur des Anneaux, illustration Harry Potter, le puzzle Stranger Things, enfin que des licences à succès en plus. Donc derrière, ils découvrent un marché où ils peuvent vendre littéralement des centaines de milliers de boîtes, là où sur un marché de magiciens, ils auraient vendu peut-être des milliers de boîtes, mais c'est tout. Tout ça pour dire, parce que c'est un peu le point central de cette actu magique, c'est que Theory Eleven, il existe toujours en tant qu'acteur, Ouais. moins sur la magie. Je pense Bien qu'il sûr. délaisse un peu ce secteur. Et la disparition de 1914, et ça trahit un marché très concurrentiel et certainement trop encombré avec trop d'acteurs et qui permet pas à ces petites structures de vivre, en tout cas, que de la magie. C'est une réalité, hein. Je pense que le marché de la magie se replie. Il y a toujours surtout les marchés des contractions, des expansions des contractions. Je pense qu'on est dans un moment plutôt de contraction. On l'a vu en France, hein, avec la réduction du nombre d'acteurs, avec des rachats de boutiques par d'autres boutiques. Je pense qu'on va continuer à avoir ça jusqu'à une nouvelle expansion à un moment donné. Il va falloir qu'il y ait peut-être, tu en parlais tout à l'heure, une nouvelle émission qui cartonne, un nouveau magicien qui cartonne, un engouement particulier qui se fasse autour du projet. Mais ça reviendra parce que c'est un truc qui est cyclique. En attendant ce fameux magicien providentiel ou cette émission, mais je te propose qu'on regarde un petit peu, nous, du côté de la magie, et qu'on commence peut-être par une routine d'un magicien, d'ailleurs, dont on avait parlé dans l'épisode sur les cartes ESP, parce que il avait un tour qui nous avait beaucoup plu. C'était le tour de Nicolas Mavresis, et je voulais parler de Flix. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà? C'est quoi Flix? Tu as un jeu qui est composé de 48 cartes, et ces cartes comportent donc les films et des dates. Tu demandes, alors tu peux faire un mélange, tu peux demander à ton spectateur de faire une coupe. Là où il le souhaite, il fait la coupe, il prend connaissance de la carte, du titre et de l'année, il pose cette carte devant lui et il complète sa main avec 4 autres films qu'il prend à la suite. Le magicien met sur la table 5 cartes. Alors c'est en anglais et il y a marqué screen, donc l'écran. On pourrait dire la salle, peut-être que ce serait une meilleure traduction. Je ne sais pas si screen c'est un terme anglais pour désigner une salle. Je sais que c'est un écran, mais enfin bref. Et elles sont numérotées de 1 à 5. Tu demandes ensuite au spectateur de déposer les films devant chaque écran. Le magicien se concentre et élimine les cartes une à une en disant « Je pense pas que ce soit le film que tu aies en tête. S'il te plaît, peux-tu intervertir 2 cartes ?» Le spectateur s'exécute. Une nouvelle élimination. Non, je pense pas que ça soit celle-ci. Intervertit 2 autres cartes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il reste plus qu'une seule carte devant un écran. Je pense que finalement, c'est le film que tu as choisi. Est-ce que c'est bien vrai? Oui, c'est vrai. C'est pas tout à fait le hasard parce que figure-toi que on va retourner tous les films que tu n'as pas été voir. On va retourner la carte écran devant laquelle elle se trouve. Et sur chaque, il y a un message qui, en anglais, dit no show today, donc qui veut dire il y a pas de projection. Et sa carte, la carte qu'il avait choisie en premier, on retourne la carte screen et on voit Enjoy Your Movie. Donc, c'est la seule salle qui projette un film ce jour-là. Ça, c'est l'idée de départ. C'est assez malin, c'est assez drôle, c'est interactif. Pour nous, en tant que magiciens, on comprend qu'il y a au moins 2 principes de base qui sont mis en œuvre sur ce tour. Pour le premier, il est tout simple, c'est celui de déterminer le film qui a été choisi. Et le second, c'est en fait un contrôle de tous les mélanges qui vont être faits. Au niveau des contrôles, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai décrit, c'était la situation la moins idéale dans laquelle tu finis avec une seule carte à la fin.
mais ça peut s'arrêter beaucoup plus tôt. Ça peut s'arrêter à la première distribution. Il suffit que le spectateur ait placé sa carte sur la bonne salle. Parce que vous l'aurez compris, en fait, on va lui forcer la salle. Mais ça peut intervenir au deuxième mélange ou au troisième. C'est pas forcément au mélange final. Donc, il va falloir vous adapter un petit peu. Si vous vouliez refaire ce tour, ils ont eu la bonne idée d'avoir la salle numéro 2 et numéro 4 permettre le final. C'est-à-dire que tu changes ton screen 2 et 4 par l'autre screen 2 et l'autre screen 4 et tu peux terminer dans une autre salle. C'est assez basique, ça marche bien. Le thème est cinéma, on a l'habitude, c'est quelque chose que les gens apprécient. Mais moi, c'est pas ça qui m'a intéressé en fait. Ce qui m'a intéressé, c'est que ces cartes sont marquées. Et je trouve que le marquage, d'ailleurs, comme tu l'as fait remarquer, n'est pas à un emplacement habituel. Il est visuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchiffrage, il est totalement clair. Et il va vous donner 2 informations. La première information, c'est le dernier chiffre de la date de sortie. Ouais. Et l'information peut-être la plus capitale, c'est le film dont il s'agit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on fait la version telle qu'elle est décrite par Peter Nardi, parce que c'est lui qui présente le tour, c'est pas Nicolas Mavresis, les cartes sont face en l'air. Donc vous voyez tous les titres et vous voyez toutes les dates. Elles ont été mélangées, donc en principe, vous ne connaissez pas la carte du spectateur, mais évidemment, il y a une astuce qui fait que vous allez pouvoir l'identifier très facilement. Ce que j'aime dans le marquage, c'est que ça permet d'aller plus loin. Ça permettrait de présenter des tours de mentalisme. Parce que là, on est plutôt dans une magie traditionnelle avec la bonne carte qui termine au bon endroit. La chose la plus basique, c'est choisis une carte, concentre-toi, peut-être que tu peux visualiser une scène, une réplique, une ambiance, une époque, et là tu peux commencer à dire ouh là je vois une date, on est dans les années 80, c'est quelque chose qui est sorti dans les années 80, peut-être en 81, je vois un personnage, il est à la fois universitaire mais il est aussi un petit peu aventurier, il s'appellerait pas Indiana Jones, enfin bon voilà, donc tu peux jouer et c'est plutôt pas mal. En revanche, il y a un petit problème dont je me suis aperçu, c'est que l'information, c'est sur le dernier chiffre de l'année. Moi, je connais assez bien le cinéma. Si je vois le 1, je sais qu'il s'agit des Aventuriers de l'Arche perdue. C'est assez simple pour moi de définir la décennie. Je sais que ça va être 1981. Et je me suis rendu compte que sur la carte Léon, on était sur 1984. Alors qu'il me semblait que c'était beaucoup plus récent et que c'était en 94. Et sur Jumanji, c'était pareil, c'était 2015, alors que en fait, c'était 95. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont fait des erreurs dans les dates. J'ai pas vérifié toutes les cartes. J'ai repéré que ces deux-là, le fait que les dates soient pas correctes, ça m'embête, quoi. Parce que même si je connais le dernier chiffre, je suis plus capable de définir la bonne année. Ouais, ça c'est problématique. Il faudrait que je me concentre que sur le film, les impressions. Ça reste toujours bien, mais ça, c'est des erreurs qui sont pas pardonnables. Quand on fait des vérifications, on les fait bien. Alors, ça m'a ennuyé et j'ai écrit à la Casam, je leur ai dit, bon, voilà, j'ai constaté telle et telle erreur. Et ils m'ont gentiment répondu de manière très commerciale en me disant merci pour votre appréciation du tour, vous avez aimé, merci de l'avoir acheté, merci de nous avoir fait remarquer cette erreur et au revoir. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Ils auraient pu proposer, je sais pas moi, tiens, on vous donne un code promo pour un prochain achat ou quelque chose. Non, rien du tout. C'est pas très professionnel. Il y a la possibilité de faire le tour, du coup, face en l'air, mais du coup, grâce au marquage, il y a la possibilité de la faire face en bas et ils l'exploitent pas du tout, en fait, dans la vidéo. Non, justement, parce que la seule... Alors, là aussi, c'était la surprise. Lorsque tu achètes chez Alakazam, évidemment, ils ont ton adresse email. Ils savent quel produit tu as acheté. Et ils disent, bah voilà, le marquage, voilà comment il fonctionne. Bon, c'est très simple. Hein. Je crois que tu n'as même pas besoin de vidéo. C'est assez simple. Mais ils disent, on l'exploite pas pour le moment, mais on vous préviendra par email lorsque la vidéo sera mise à jour, où il y aura d'autres possibilités, peut-être d'autres routines. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a que la version de base. Alors, c'est pas très difficile d'imaginer une version beaucoup plus intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je t'ai décrit tout à l'heure, face en l'air,
eh ben, il suffirait de le faire face en bas. Pourquoi ? Parce que pour le magicien, premièrement, ça change strictement rien. En revanche, pour le spectateur, ça change tout. Parce que lui, il va voir sa carte bouger. Il va voir que les autres cartes sont éliminées au fur et à mesure et qu'à la fin, il reste plus que la sienne. Donc oui, il y aura l'élément de surprise qui est la révélation de la salle dans laquelle le film sera joué. La seule salle qui va jouer un film est justement sur sa carte. Mais en le faisant face cachée, il aura à la fois la révélation de la salle et la révélation que c'est bien le film qu'il avait choisi. Donc oui, le marquage, il a une importance et moi j'aurais tendance à le présenter comme on l'a dit, c'est-à-dire face cachée plutôt que face en l'air. C'est en anglais. Il y a des titres qui sont assez faciles à comprendre. Hein. Back to the Future, donc on comprend que c'est un retour vers le futur. Par contre, Killers of the Flower Moon, honnêtement, je le connais pas celui-ci. Je sais même pas la traduction en français. Il faut l'avoir, quoi. Faut l'avoir. Je pense que une des possibilités, si vous voulez vous en servir pour faire du mentalisme pur, c'est d'éliminer les 4-5 qui sont inconnus et puis vous concentrer sur le reste. Je crois que je vais me diriger soit sur la routine classique, mais version passe cachée, ou alors faire de la divination basée sur le cinéma en te disant on a tous vécu des expériences au cinéma, des scènes qui nous ont marqués, en gardant peut-être les films les plus connus et dire voilà, est-ce que tu peux te représenter ce film et puis faire la lecture de pensée. Ouais. C'est pas très très ennuyeux que ce soit en anglais, je pense. Mais encore une contrainte, il faut que tu sois sur des gens qui sont un peu cinéphiles. Et cinéphile en anglais parce que il faut réussir à savoir de quel film on parle dans certains cas, même si tous ne sont pas. Ouais, mais à mon avis, ceux-là, tu les élimines, tu les retires du jeu pour. Faut prendre vraiment que les quelques qui sont. Bon, alors après, ça te gêne. On est bien obligé de le dire. Si tu les élimines pour la première partie de la routine, ça serait gênant. Mais si c'est que pour de la divination, là, tu peux en éliminer quelques-unes. C'est pas un problème. Ok. Nicolas Mavridis, il nous avait impressionné avec le Zener Match, une routine qui nous avait vraiment beaucoup impressionné, toi et moi. D'autres sorties qui avaient été plus ou moins bonnes, mais celle-ci, j'ai aimé parce que c'est simple. Les cartes sont quand même relativement belles. Le marquage, il est intuitif. Au niveau de l'impression, il y a quand même du travail. Donc 45 €. Ça passe parce que il y a du potentiel. Disons que vous n'êtes pas limité à la seule première routine. À mon avis, c'est un bon tour pour qui aime le cinéma, certainement avec des choses à améliorer, mais c'est un bon tour de manière générale. T'es même pas obligé de parler des intuitions, dire je pense que t'as pas choisi ce film au début. Non, tu fais face cachée et puis tu vas au pif. Bah voyons, tiens, fais un dernier mélange là, fais-en un autre, et puis à la fin, tu révèles qu'effectivement c'est le bon tour dans la bonne salle, tout en étant simplement même peut-être juste l'intuition du spectateur. Pourquoi pas ? Je crois que tu peux vraiment te l'approprier et le faire à ta sauce, quoi. Comme souvent, ce qui est intéressant dans ce genre de tour, c'est qu'il y a un effet de base que tu peux reproduire tout de suite, et que si tu te creuses un peu la tête, tu peux en faire plein de choses. Même, j'ai envie de dire, si on voulait être très trivial, simplement forcer un film. C'est un jeu de cartes avec des films, tu peux forcer un film. Sous son apparente facilité, puisque finalement c'est quand même assez simple, les deux techniques, celle qui te permet de repérer et celle qui te permet de contrôler et d'amener le film là où tu veux, comme l'outil est plutôt joli, c'est un outil qui peut évoluer et tu peux l'emmener où tu veux finalement, parce que parfois avec du matériel qui est compliqué ou qui est très limité, parce que la structure du trucage et tout, tu peux pas faire autre chose que ce pourquoi il a été conçu. Là, tu peux t'amuser et partir dans plein de directions. Donc, ça m'a plu. Je suis pas certain qu'on le trouve partout parce que justement, il est en anglais. Faites attention parce que, comme souvent, le nom officiel du tour, c'est Flix. Et lorsque vous regardez les photos, vous verrez Movie Club. Sur ma petite déception qu'il y ait quelques dates qui soient pas correctes, j'avais dit c'est dommage, c'est pas très net, Flix. Petite conclusion.
ben, je te propose que on passe à une deuxième séquence, en tout cas une nouvelle séquence qui serait le tour tiré d'un livre pour enchaîner après Flix. Tu voulais nous parler d'un tour qui s'appelle Symbol Discernment. Dans les tours de cartes ESP, bien souvent, trop souvent, beaucoup trop souvent, ce sont des coïncidences. Oui. Spectateur choisit une carte, on mélange. Ah, là, tu me dis stop. Ah, regarde. Ah, j'ai 2 carrés. Ah, là, ça matche pas. Là, ça matche. Ah, regarde, j'ai encore 2 carrés. Ah, et quelle est la carte que tu as choisie? Ah, c'est un carré. Ah, formidable. Donc, c'est sympa. J'aime bien, hein, mais c'est toujours un peu la même chose. Alors, du coup, en regardant dans le livre les very best des tours de cartes ESP, j'ai trouvé un tour qui est pas du tout dans cette tendance, et je me suis dit, bah, je vais vous le présenter, et peut-être que des gens seront intéressés pour lire cette routine ou acheter ce livre. Alors, si tu le veux bien, si tu t'es emparé de ton jeu ESP préféré. Et j'ai un jeu ESP. Est-ce que c'est mon préféré? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un jeu ESP avec moi. Est-ce qu'il est marqué? Est-ce qu'il est marqué? Bah, bien sûr que non. Ça n'existe pas, les jeux marqués. Bien sûr bon, que... En tout cas, peu importe, parce que de toute façon, je vais pas le voir. Exactement. Alors, je rappelle aux gens qu'on est à distance, hein, on est à plus de au moins 600 ou 700 km. Oui, donc... exactement. Donc voilà. Ce que tu vas faire, il faut qu'il soit complet. Je voudrais que tu retires les 5 étoiles. Donc je retire les 5 étoiles du jeu. Ouais, et que tu les mettes de côté, on n'en a pas besoin pour le moment. Ok, donc je retire les 5 étoiles. Tac, j'en ai combien là? J'en ai 4. Et la 5e, là voilà. Je vérifie que j'en ai pas 6, parce que comme tout bon magicien, je peux avoir truqué mon jeu. Mais non, j'ai bien pas osé faire ça quand même. J'ai bien 5 étoiles et je les ai sorties de mon paquet. D'accord, donc maintenant tu peux mélanger le jeu qui te reste. Ok. Donc pour ça... pas que je sache. Alors généralement, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, mais j'imagine qu'ils le savent très bien, mais quand on demande de mélanger, c'est que ça ne sert strictement à rien. Comme souvent, mais je le mélange quand même, parce que juste voilà. Ça me fait plaisir de le mélanger. Donc voilà, il est mélangé, il est bien mélangé. Maintenant, je voudrais que tu comptes 10 cartes sur table. Donc 10 cartes Alors face en bas, hein, face en bas. Face en bas, voilà. Voilà. J'en ai 10. Alors, pourquoi je t'ai demandé ça? Bah, parce que, a priori, ça fait 2 moitiés. Eh ben voilà. Tu serais pas un peu magicien, toi? Donc, franchement, je suis vif en calcul mental. Hein. 25 moins 5, ça fait 20. Divisé par 2, ça fait 10. Waouh. Donc, alors, tu vas placer donc un premier jeu, on va dire, à ta gauche, et l'autre qui sera à ta droite. D'accord, sur la table. Les deux sur la table, à ma gauche et à ma droite. Très bien. Maintenant, attention, là c'est important, je voudrais que tu te concentres sur un symbole, que tu en choisisses un. Alors évidemment, pas les étoiles, mais... ah oui, j'allais dire pas les étoiles, du coup. Ok, j'en ai un, c'est bon. D'accord. Donc tu vas prendre le premier paquet de gauche. Le paquet de gauche. La bonne gauche, hein. Celui où la tienne. droite. Ouais, la tienne. C'est la meilleure, c'est la tienne. Donc c'est bon. D'accord, tu l'as dans les mains, tu l'éventailles. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas extraire... Alors, il faut que tu regardes les cartes cette fois. Hein. Ah, je l'éventaille face à moi. D'accord. Ouais, c'est plus pratique. Parce que je vais te demander d'extraire les symboles qui correspondent à ceux que tu as choisis. Donc, si tu as choisi un carré, tu vas retirer tous les carrés qui sont dans tes 10 cartes. Okay. Et évidemment, je dis aux gens, je ne vois pas ce qui se passe. Hein. Ouais, bien sûr, là, tu ne peux pas les voir. Et moi, je les retire et j'en fais quoi? Bah, tu les mets à ta gauche, on va l'appeler le paquet A, pour simplifier. D'accord, donc je les repose sur la table. Voilà, et le reste, tu vas le mettre au centre, et on va l'appeler le paquet B. D'accord, ok. Donc au centre, j'ai le paquet B. Tu as sorti ton symbole, je ne peux pas savoir lequel c'est, sauf, c'est pas les étoiles, mais tu as pu en sortir un, comme 5, comme 0, je ne sais pas combien il y en avait. Maintenant, tu vas prendre le paquet qui était à la droite, celui qui est toujours complet, du 10. Okay. Et tu vas faire la même chose, mais cette fois, tu vas inverser. Je t'explique. Tu vas sortir tous tes symboles, comme la première fois, mais tu ne les mettras pas sur le paquet A avec les symboles, tu vas le mettre sur le paquet B avec les cartes différentes. Donc là, je sors mes symboles que j'ai choisis. Voilà. Et par contre, je les remets sur le paquet du milieu, en fait, sur le paquet B. Voilà. Ok, très bien.
Et le paquet avec les cartes différentes, tu le remets sur le paquet A, celui qui était à gauche, quoi. Très bien. On est bon, là? Là, on est bon. J'ai du coup de nouveau 2 paquets. Exactement. Et maintenant, on va corser la chose. Tu vas prendre une étoile. Je vais prendre une étoile. Et tu la mets sur ton paquet de gauche ou de droite. C'est toi qui choisis. Et Ok. tu me dis rien, évidemment. C'est bon. D'accord. Maintenant, tu prends le paquet de droite. Tu le mélanges. Le paquet de droite, je le mélange. Ok. Mais vraiment, je le mélange, quoi. Vraiment, Ouais. un mélange, pas un truc... Ah, ouais, un vrai mélange, ouais. Pas un charlier, pas un machin. Voilà. Tu le poses. Ok, je le pose. Tu prends le paquet de gauche. Je prends le paquet de gauche. Ok. Tu le mélanges. Je le mélange. Donc là, il faut Et tu bien le le poses. mélanger. Voilà. Et je le pose. Je le pose où? Bah, sur la table. Mais Sur la table. Pas sur l'autre paquet. Ouais, non, c'est pareil. Juste, je l'ai mélangé. Voilà. Et là, t'as compris que ça ne servit à rien. A priori, j'ai mélangé des trucs. Voilà, j'ai mélangé des trucs. Pour les spectateurs, c'est important. J'ai rajouté. Voilà. Maintenant, je vais te demander de choisir un des 2 paquets sans me dire. Okay. Et ça peut être celui qui contient l'étoile ou l'autre, peu importe, je ne sais rien. Et je vais te demander de compter les cartes sur la table, de les poser une à une sur la table. Ok. Alors, en fait, je t'explique, normalement, tu devrais les poser dans ma main. Mais là, à distance, j'ai pas le bras assez long, donc tu vas les poser sur la table. Ok, donc je les pose sur la table. Une à une. Une à une et face vers le bas, hein, pas face. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il faut que je ressente les choses, si tu veux. D'accord, donc là, je les pose. Et je compte, je fais quoi? Je fais rien? Juste je les Non, pose tu les poses une à une. Okay. Je crois que c'est la distance. J'ai du mal à ressentir. Je vois des formes, mais c'est pas très très clair. Je pense qu'il va falloir que tu m'aides. Et est-ce que tu peux, je pense que ça serait une bonne indication, me dire quel est le symbole que tu as choisi? C'était le carré. C'était le carré. Ah, t'as vu, dès le début, je t'ai dit, je fais carré. J'espère que je t'ai pas influencé. Exactement. Non, pas du tout. Ça m'a bluffé d'ailleurs que tu me dises que tu as choisi un carré. Je me suis dit, là, le tour pourrait s'arrêter. Hein. Vraiment, c'est très fort. Donc, par contre, ce qui est très clair, c'est que dans le paquet que tu viens de compter, il y a 3 carrés et il n'y a pas d'étoile. Est-ce que tu peux vérifier? Alors, dans le paquet que je viens de compter, il y a 3 carrés et il n'y a pas d'étoile. C'est exactement ça. Voilà. Il y a bien 3 carrés et pas d'étoile. J'avais du mal à définir le symbole, mais par contre, j'étais sûr du nombre et le fait qu'il n'y avait pas d'étoile. Et voilà, ça, c'est le tour que je voulais te présenter. Est-ce que ça t'a un petit peu bluffé ou pas du tout? Un petit peu, il y a des trucs que je... Il y a un truc que j'ai pas. Il y a un truc que j'ai pas, c'est comment t'as 3 carrés. Voilà. Ouais. Bon, alors, c'est... Le carré, forcément, je te l'ai dit, donc je me doute que c'était facile une fois que je te l'ai dit. En fait, j'ai mis un petit peu au point une version dans laquelle je pourrais, en allant à la pêche, t'annoncer ta carte, mais bon, je voulais pas le faire parce que sur le moment en live, ça rend bien, comme ça en enregistrement, c'est moins intéressant. Bien sûr. Donc c'est un tour qui te permet de définir le nombre de cartes qui sont dans un paquet. Alors évidemment, tu peux jouer en disant je vois c'est peut-être un carré. Là j'ai eu de la chance, je t'ai parlé du carré et t'avais choisi le carré. Bien sûr. Ouais. Ce tour qui s'appelle Symbol Discernment, on le trouve à la page 115 du Very Best of des tours de cartes ESP dont on a parlé aussi dans l'épisode 28. Je vais te lire l'introduction. Ce tour est une version adaptée aux cartes Zener de l'excellent tour de Paul G. Flory, réalisé avec des cartes traditionnelles parues dans le numéro de janvier 1979 du Linking Ring. Alors j'espère que ça vous aura plu. Ça change des éternelles coïncidences. Je suis d'accord. Ça change des coïncidences. C'était simplement pour vous donner cette référence, peut-être pour vous inciter à lire ce livre, vous présenter un tour ESP
ESP qui sort des sentiers battus, en fin de compte, quoi. T'es toujours en train de réfléchir à comment on a fait. Ouais, Hein. en fait, il me manque vraiment que le nombre. Je suis assez. Je vois à peu près le principe mathématique qu'il peut y avoir derrière, mais j'ai pas le nombre. J'ai pas le nombre. Mais j'irai lire Symbol Discernment, du coup. Tu l'as le bouquin? Je sais plus si je l'ai, le Very Best of ESP. Si je l'ai pas, ce serait dommage, parce que c'est, à mon avis, un très bon livre, dont je devrais me dépêcher de faire l'acquisition. Mais oui, j'irai voir. Mon cerveau va continuer de turbiner sur les maths qu'il y a derrière le truc. Ouais, je te dirai après si tu veux. Je voudrais pas que ça chauffe trop longtemps. Non, c'est très simple. Une fois que tu l'as appris, tu le sais à vie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis je me suis dit, ça changerait un peu des critiques, de présenter un tour et peut-être donner l'envie aux gens de découvrir. Parce que souvent, on a des bouquins, on commence à lire, surtout dans les jeux ESP, ça a tendance à être répétitif. Donc on met de côté et on peut passer à côté d'un tour qui me semble plus original que ce qu'on trouve habituellement. Et j'avoue que c'est un tour qui change vraiment des tours ESP. J'ai fait un peu le tour des grandes typologies de tours ESP qu'on peut faire. Je me suis arrêté sur quelques-uns qui me paraissent bien, mais celui-là, je risque, une fois que je saurai comment ça fonctionne, de l'intégrer pour m'en servir, parce que certaines personnes à qui je fais du mentalisme régulièrement sont assez fans de ce type d'outils que sont les symboles ESP. C'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as un peu moins de trucs à présenter avec ça. Alors, chers auditeurs, j'espère que cette petite démonstration auditive vous aura donné envie d'aller jeter un coup d'œil et de vous plonger dans ce Very Best of, parce qu'il y a encore plus de choses intéressantes, mais bon, ça, c'était présentable dans ces conditions. En audio. Eh ben, merci pour cette découverte, Olivier. Et puis, je te propose qu'on passe à la dernière séquence de notre épisode du jour. Une séquence qui va parler d'un book test. On reste dans le mentalisme. Hein. C'est encore une fois une session pas mal mentalisme. Hein, c'est ce qu'on aime, non? Ah ouais, c'est ce qu'on aime. On se refait pas. Avec un book test qui fait partie de ma era tarot, puisque j'ai eu et j'ai encore un peu une era tarot, côté un peu mentalisme paranormal me titille un peu en ce moment. Et donc Vincent Aidant a sorti très très récemment un nouveau book test. Alors pour ceux qui écoutent le podcast depuis l'épisode numéro 1, vous le savez, parce que je le dis assez souvent, j'aime ce que fait Vincent Aidant de manière générale. J'ai beaucoup de ses créations, et donc lorsqu'il a annoncé ce nouveau book test, j'étais très curieux de savoir ce qu'il allait pouvoir proposer, avec peut-être une petite ambition de me dire que ça allait pouvoir remplacer Babel, son book test d'origine, qui pour moi est un des premiers book tests que j'ai fait, et qui est un bon book test, même si c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, en me disant que certainement, vu que c'était nouveau, ce serait mieux. Et donc il avait un book test qui s'appelle Echo, et dont la thématique était le tarot. Alors, dans les faits, en fait, ce book test a plusieurs thématiques, puisque il a sorti différentes versions du même outil, du même book test, Echo. 2 sur le tarot, un sur le tarot Rider-Waite, un sur le tarot de Marseille, et des livres sur la numérologie, sur l'hypnose, sur l'astrologie, et sur les lignes de la main, il me semble. Donc, en gros, pas mal de sujets en lien avec, on va dire, des gens qui vont avoir des approches ésotériques autour de révélations personnelles. Ça collait assez bien avec mon univers du moment, et donc je me suis intéressé à ce livre. Et quelle ne fut pas ma déception à la réception. C'est très clairement, alors je suis comme tous les magiciens, je pense, et comme beaucoup de magiciens, peut-être pas tous, mais beaucoup, toujours très sensible quand je reçois un produit, à voir un petit peu quelle a été la grande nouveauté, qu'est-ce qu'on va découvrir comme nouveaux principes, même si dans les book tests, dans les faits, les principes, on les connaissait déjà tous. Mais comment ça a été mis en œuvre, comment c'est intelligent, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Souvent, je me pose la question de est-ce que ça va m'amener de nouvelles possibilités? Et là, je me rends compte, à la lecture des premières pages du manuel,
qu'en fait, ce book test ne présente qu'un seul effet et qu'un seul trucage, on va le dire, tel que c'est, qui est un trucage de Larry Baker, qui est un trucage qui est présent dans beaucoup de book tests, et qui ne permet donc de ne faire qu'un seul effet. Et là, je me dis, waouh, quelle déception! Moi qui suis habitué à avoir des book tests qui ont en général 3-4 principes qui sont camouflés à l'intérieur, qui permettent du coup de faire 3-4 séquences de révélations différentes, alternées, crescendo, de plus en plus fortes. Je me dis là, vraiment, j'ai pas fait l'affaire du siècle. Je suis très clairement déçu au moment où je commence à survoler cette notice. Bon, ce qui sauve un peu le sujet, et ce qui fait que je vais continuer à lire la notice, c'est que globalement, le book test est quand même un des book tests les moins chers du marché actuellement. Il me semble qu'il est autour de 49 € lorsqu'il n'est pas en promo. Ce qui, en soi, pour un book test, est plutôt très abordable. Il y a assez peu de book tests à ce prix-là. Et donc, je me dis, je vais continuer à lire ce livre. Et bien m'en a pris. Parce que, en fait, ce qui fait tout l'intérêt de ce livre, à mon avis, c'est de lire ces instructions et de les lire en détail et en prenant le temps de comprendre pourquoi est-ce que Vincent Hédan a créé ce book test de cette façon-là, puisqu'il a quand même quelques particularités qui lui sont propres, même si on va dire le trucage en lui-même est le même que dans les autres. Et dans les faits, on prend une vraie leçon de book test dans son manuel. Donc pour moi, ça a été un double effet up and down ou down and up pour le coup. Très très déçu au démarrage, et quand je me suis replongé dans la notice, très très content. Avant que tu me fasses part de ta déception, quand tu m'as montré de quoi il s'agissait, moi-même, sans l'avoir acheté, j'ai été déçu. Je me dis, c'est ça, c'est tout. Et après, tu m'as montré la notice et tu m'as expliqué. Donc, je dis, ok, finalement, l'intérêt, c'est pas tant le book test lui-même, mais c'est toutes les explications et sur le pourquoi du comment et comment faire. Et peut-être qu'il aurait dû écrire un bouquin sur comment rendre un book test intéressant dans cet univers, dans l'univers du paranormal, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est même pas dans l'univers du paranormal, parce que l'univers du paranormal ne lui sert que de prétexte pour essayer de faire des révélations qui ne soient pas simplement des mots hors sol. En gros, éviter de « Ah, tu penses à absolument », donc A-B-S-O-L-U-M-E-N-T, ah, tu penses à absolument. En gros, des mots qui n'ont aucun sens. Là, les mots qui sont proposés, et c'est pour ça que je dis que le livre n'est pas dénué d'intérêt. La méthode est particulièrement intéressante. Enfin, la façon de présenter le book test est particulièrement bien détaillée et intéressante. Mais surtout, le livre a été conçu pour permettre d'avoir des mots intéressants à révéler et intéressants dans le sens où on va pouvoir, par des techniques de mentalisme, qui sont pour le coup de vraies techniques de mentalisme au sens, pas des trucages du livre, de connecter le mot en question avec la personne à qui on fait le tour. Ce qui fait que la révélation qu'on va avoir, elle va pas simplement être la révélation du mot, mais elle va être la révélation d'éléments supposément liés à la personne. Je dis supposément parce que vous aurez tous compris qu'on va jouer sur l'effet Barnum, qu'on va jouer sur un certain nombre de principes de cold reading, qui vont nous aider à amener dans notre révélation autre chose que simplement les lettres de l'alphabet, je renvoie deux pareils, il y a une forme machin, il y a un truc, c'est un mot court, voilà, des trucs assez basiques de mentalisme, de mentalistes qui font des book tests de base. Là, on passe sur un registre beaucoup plus personnel. C'est là où c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans la notice, qui est en PDF, alors moi je l'ai imprimé parce que j'aime lire des trucs sur papier très souvent, mais dans la notice il y a des liens qui permettent d'aller voir des vidéos de lui qui fait son book test, et notamment il est allé présenter ce book test dans un salon de la voyance en Asie du Sud-Est, puisque je crois que c'est par là-bas qu'il vit maintenant, et il a passé 8 heures à se filmer et à faire le show avec son livre, et où il fait des révélations pour montrer comment est-ce qu'il aborde ça auprès de son public. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Révéler le mot, t'as pensé D-E-S-T-I-N, destin, ouais, c'est ton destin.
puisque tout à l'heure, je suis tombé sur ce mot-là. Ouais, t'es tombé dessus, ouais, c'est clair. Mais c'est un peu comme le jeu dont on parlait, Flix. Plutôt que de révéler bêtement le film, passer par des souvenirs peut-être du spectateur, se remémorer des scènes, et c'est donner plus que, tu l'as dit, hein, que l'évocation bête des... Je sais que c'est à la mode, mais ça manque terriblement de mise en scène. L'évocation des lettres ABCD, Ouais, bah oui. je connais pas comment tu révélerais Destin, mais j'ai une idée, donc je vais pas improviser, mais il y a de quoi révéler l'idée avant le mot. Mais c'est exactement ça. Et à ça, Vincent Aidant est quelqu'un qui a toujours été très dans le bricolage. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour ceux qui ont lu ces 3 livres sur euh, les 3 premiers livres qu'il a écrits sur votre esprit et mon terrain de jeu. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Si vous avez lu ces livres, vous vous êtes rendu compte à quel point il aime fabriquer ses accessoires. Donc il est souvent sur des accessoires qu'il fabrique lui-même. Et encore une fois, dans ce book test, il livre le book test certes, mais à côté, dans la notice, il livre énormément de fabrication d'accessoires connexes qui vont pouvoir aider, parce que pour une part, tous les mots qui sont à révéler dans le livre ont certaines particularités, dont le fait d'être révélable grâce à une anagramme progressive. La difficulté étant que comme il y a une centaine de mots révélables, on a une anagramme progressive qui n'est pas mémorisable. Ouais, Donc, évidemment. à 100 lettres, ça fait vraiment beaucoup à mémoriser. Donc en fait, il a un système d'anti-sèche qui permet du coup d'aboutir au mot grâce à son système d'anagramme progressive, et la fabrication de carnets, la fabrication de plein d'accessoires qui permettent de cacher cette anti-sèche ou de cacher une anti-sèche qui serait dans son smartphone, à l'intérieur d'un pad. Enfin voilà, donc il explique aussi tout ça. Encore une fois, ne vous arrêtez pas au fait que le book test n'utilise que le principe de Larry Baker. D'ailleurs, qui est le principe du flashback. Tous les mentalistes sauront ce que ça veut dire, les autres, devenez mentaliste, vous saurez ce que ça veut dire. Une fois qu'on a su ça, on pourrait se dire, ouais, bon, allez, c'est bon, ça sert à rien. Dans les faits, je pense qu'il y a une vraie leçon de mentalisme à prendre en lisant la notice qui accompagne ce book test Echo. Et je trouve, pour ceux qui ont envie d'aller dans ces univers un petit peu parapsychologie et autres, qu'on a la possibilité, au travers des 6 premiers tomes qui sont sortis, de couvrir tout un tas de pratiques qui peuvent être intéressantes à utiliser pour faire un mentalisme différent. Parce que tu parles des 6 premiers, donc il doit y en avoir 12. Et moi, la question que je me suis posée, alors après c'est des formations professionnelles entre guillemets, c'est pourquoi écrire 12 livres sur ce principe? Est-ce que c'est, je vais le dire, je pense pas que ça soit sa démarche, mais d'autres qui ont des boutiques auront cette démarche, que s'il y a sur le même principe 3-4 livres, tu vas avoir tendance à prendre les 3-4 livres. Alors, est-ce que c'est une démarche commerciale? J'ai du mal à y croire. Ou est-ce que c'est pour que tu choisisses justement le domaine paranormal qui te convient le plus? Et donc, je te laisserai me répondre. Si tu sais, ou si tu sais pas, on spéculera. Et par contre, dans les 6, il y en a un qui me surprend, c'est l'hypnose, parce que bon, l'hypnose, il n'y a rien de paranormal. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas paranormal, quoi. Est-ce que je sais Non, parce que j'ai pas posé la question à Vincent, bien que on ait eu l'occasion d'échanger plusieurs fois. Je ne lui ai pas posé la question. Pour le suivre et pour avoir eu l'occasion de suivre un peu la genèse de ce projet-là, il y a une volonté effectivement de mettre à disposition un book test sur différents éléments en fonction des centres d'intérêt des gens, et de pouvoir le rattacher à ces centres d'intérêt. Je disais de l'hypnose. Oui, c'est pas paranormal, mais oui, ça s'intègre dans un scope très émotionnel, au sens, tu vois, on joue avec les émotions, on joue avec l'intimité, le secret intime des gens. Et en fait, c'est un peu le principe de tous les sujets, je pense, qu'il a été cherché, c'est de chercher des sujets qui ont trait à l'intime
et à l'émotion. Et notamment, alors il n'a pas annoncé les 12, il me semble, mais il en a annoncé quelques-uns quand même, en dehors de ceux qui sont déjà disponibles, à savoir les lignes de la main, les 2 tarots, la numérologie, l'astrologie et l'hypnose. Il a déjà annoncé qu'il y aurait aussi la méditation Ouais, ok, et d'accord. l'étude des rêves. Ah bah, alors ça c'est drôle parce que justement j'allais te dire, alors j'aurais pas parlé d'études, j'aurais parlé d'interprétation parce que ça aussi c'est un Oui, domaine qui est assez personnel. Donc c'est ça. là, je Et ne savais pas, mais c'est exactement l'idée que j'avais en tête, l'interprétation des rêves. il évoque aussi les outils de développement personnel. Alors est-ce que le tarot est un outil de développement personnel? Est-ce que l'hypnose est un outil de développement personnel? Mais on est dans cette sphère de l'intime et de la spiritualité et d'un certain nombre de sujets qui tournent comme ça. Je suis d'accord que l'hypnose rentre pas dans la spiritualité, mais bon, la numérologie peut-être un peu plus. L'usage des drogues douces, Alors, le je sais pas s'il y en aura chamanisme, un. Peut-être le le chamanisme. Le chamanisme. chamanisme, ça pourrait. Hein. Le chamanisme, ça pourrait. Ah ouais, les mecs pour entrer en transe, on sait pas ce qu'ils fumaient dans leur calumet de la paix là. On aura l'occasion pour chacun de trouver un livre qui correspond à une pratique émotionnelle et intime qui correspond un peu plus à ce qu'on veut faire. Il se trouve que j'avoue que bon, la numérologie, les lignes de la main, l'astrologie, tout ça, ça me parlait pas du tout. Le tarot un peu plus, tout simplement parce que ça rentrait dans ma era du moment, même si pour moi le tarot a pas plus d'aspects concrets qu'un autre, mais j'aime l'idée de pouvoir utiliser le tarot en mentalisme. Et donc là, je me dis que entre ce livre qui permet de faire un effet sur le tarot et il a sorti un autre livre il y a pas très longtemps sur des effets avec un jeu de tarot. Du coup, il y a de quoi monter toute une routine, voire même, pourquoi pas, un petit show. Alors, est-ce que c'est un show en entier? Peut-être pas, mais en tout cas, un bon set de tours en lien avec le tarot assez facilement. Je m'attendais pas à ça parce que j'avais pensé, comme toi au départ, une succession d'effets, peut-être allant crescendo avec différents trucages, mais j'en parlais tout à l'heure avec Flix, c'est-à-dire avoir un truc simple de base, mais d'y réfléchir et d'exploiter les choses peut-être les plus simples et d'en tirer le maximum, bah, c'est peut-être aussi une démarche plus intéressante que d'avoir des outils très sophistiqués qui, au fond, seront assez mal exploités. Donc, ça éveille ma curiosité. Et d'ailleurs, Vincent, alors Vincent, toi, mais aussi Vincent aidant, ça serait une bonne idée de lui proposer de nous rejoindre un jour pour un numéro. Alors, j'en Pour le serais numéro 40. pour le numéro Non, 40, avant, le avant. numéro 35, peut-être le 35. On peut. Sur le prochain. Hein. À peu près tous les 5, on fait un épisode un peu spécial. Donc, on peut essayer de proposer. Il y a un peu de décalage horaire avec l'Asie, mais peut-être que ça pourrait bien tomber. Il a fait une belle photo de lui devant un fougou. Tu Oui, l'as c'est vu? vrai. Ouais, Où je il l'ai vu. gonfle ses joues, donc c'était très amusant. Je pense pas qu'il est fait par rapport à nous, mais en tout cas, s'il l'a fait, ça serait sympa, mais peut-être qu'il connaît même pas notre existence, mais en tout cas, c'était sympa. Et on la mettra en vignette du podcast si jamais il vient dans l'épisode 35. Excellente idée, excellente idée. Pour finir sur Echo, peut-être une chose qu'on n'a pas dit depuis le début, ce sera une bonne fin, c'est que le livre a 2 avantages. Il est entièrement lisible. C'est un vrai livre sur le sujet en question. Ça parle vraiment du sujet avec des illustrations, des chapitres, enfin voilà. Je sais pas si c'est de la grande littérature, mais c'est lisible. Tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu ligne par ligne, non. Deuxièmement, il est en vente sur Amazon librement. Qu'est-ce que tu entends par librement? N'importe lequel de vos spectateurs peut le retrouver sur Amazon et l'acheter s'il le souhaite. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Et Ouais. c'est-à-dire que, bah, évidemment, il n'aura pas les explications. Non, il n'aura pas les explications, il aura juste le livre. Mais ce sera exactement le même que le vôtre. Cette fois, on est sur une vraie astuce, parce que bon, souvent, on voit des titres très célèbres qui permettent de camoufler, ce qui était beaucoup mieux que certains titres de livres dont l'auteur est inconnu, le titre est inconnu, les gens faisaient, parce que les gens sont malins, les gens maintenant ont des téléphones, donc ils vérifient les sources et s'aperçoivent que ça n'existe pas. Alors je repars sur Flix, mais le fait que le nom du tour soit différent du produit actuel, c'est aussi fait pour
pas qu'on puisse remonter le tour. Et là, il a employé une nouvelle tactique. Plutôt que prendre un classique, il vend son livre aux gens et qui pourraient, s'ils sont curieux, le trouver. Et c'est un livre tout à fait normal. C'est intelligent. C'est un livre tout à fait normal. Et l'auteur qu'il a nommé a aussi toute sa collection de livres, puisque il a déjà écrit, il a écrit tous ses livres sous le même nom d'auteur. Donc, quand vous retapez le nom, donc le nom de l'autrice plus précisément, c'est Nadine Wenst. Et Nadine Wenst, quand on la tape sur Amazon, on retrouve tous les livres et qui sont les livres que vous allez utiliser, qui sont exactement les livres que vous utilisez, qui sont en Parce que vente. c'est toujours la même autrice ? C'est toujours la même autrice, ouais. C'est la ok, même d'accord. autrice qui a fait tous ses livres. Elle avait déjà écrit les livres de Babel, précédent book test de Vincent Aidant, parce que Nadine Wenst, c'est l'anagramme de Vincent Aidant. Évidemment. Et à l'époque, d'ailleurs, il avait déjà mis en vente, de manière factice, parce qu'il le mettait hors ligne, les livres de Babel sur Amazon, de manière à faire exister l'autrice. C'est drôle d'aller au bout de ce concept. Alors, il va même au-delà de ça, c'est que dans les faits, en fait, aujourd'hui, c'est Amazon qui produit son livre, puisque le livre est produit à l'unité, à la demande. En fait, chaque livre est produit au moment où il est commandé. Il n'y a pas de stock du livre, et donc c'est en passant par le service d'impression à la demande de Amazon que il fait exister son livre en même temps sur la marketplace d'Amazon. Mais c'est déjà le cas pour pas mal de livres, me semble-t-il, de sa collection. Ah oui, il a entièrement, effectivement, mis sa collection. En tout cas, ses livres sont quasiment tous en impression à la demande. Ouais. Et il existe même, mais ils n'ont aucun intérêt, pour le coup, des versions Kindle de ces livres. C'est pas facile de faire un book test avec un livre numérique. Alors, faire un flashback avec un Kindle, bon courage. Et c'est ça la technologie, de demain. Mais la version Kindle existe. Eh ben, on arrive au bout de cet épisode numéro 30, Olivier. Je pense que on a pu divertir et informer, parce que c'est un peu les deux piliers du Fougou, tous nos auditeurs. En tout cas, on espère que ça vous a plu, cet épisode. Parce qu'on tente des nouveaux formats, on tente des nouvelles idées pour changer de la routine. Si c'est des choses qui vous intéressent, dites-le nous, parce que on pourrait renouveler. Ça me fait penser qu'il y a pas très longtemps, tu m'as partagé un super commentaire de quelqu'un qui nous avait regardé, ou en tout cas écouté plus précisément, suite à un précédent numéro. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on les lit toujours avec plaisir. Ça nous donne des idées, ça nous permet d'intégrer aussi vos envies dans le podcast. N'hésitez pas, les canaux sont ouverts, YouTube, Facebook. Laissez-nous une note sur votre plateforme de podcast préférée, un commentaire sur les réseaux sociaux, on sera ravis de vous lire. On vous dit à très bientôt. Bonsoir et à bientôt.